On va maintenant passer à la présentation suivante. Donc, c'est le docteur Anissa Belbachir de l'hôpital Cochin qui va nous parler d'anesthésiques locaux et de prévention de l'hyperalgésie. Bonjour, merci Stéphanie. Donc effectivement, je vais vous parler, on va rester avec les anesthésiques locaux. Et ma première diapo, c'est comment prévenir. On ne peut absolument pas prévenir si on ne tient pas compte des facteurs prédictifs de la douleur post-opératoire sévère que vous connaissez déjà. Et donc prévenir, oui, à condition de faire une épargne morphinique, donc une analgésie multimodale. Dans cette analgésie multimodale, on introduira les antihyperalgésiques et il faudra limiter les influx nociceptifs et la réaction inflammatoire, comme on vient de le dire, donc d'où le rôle des anesthésiques locaux. Donc mon topo commence là. Et là, cette diapo que j'ai vue, que j'ai connue il y a une quinzaine d'années, m'impressionne toujours. Donc vous voyez, c'est vraiment l'orage. Dès qu'il y a chirurgie, il y a cette libération de ces substances algogènes qui vont sensibiliser non seulement en périphérie, mais en centrale. Vous avez une inflammation aiguë. Cette inflammation peut se résoudre, mais elle peut également se chroniciser. Donc ce diapo est vraiment très très importante à garder en mémoire. Ensuite, on a la sensibilisation centrale et cette réponse à la douleur normale, vous la connaissez. Pour une intensité de stimulus, il correspond une intensité de la douleur. Et donc, si on ne la prend pas en charge, vous allez avoir une sensibilisation centrale. Ça veut dire, pour la même intensité du stimulus, vous allez avoir une intensité de la douleur beaucoup plus importante et donc vous allez avoir l'hyperalgésie. Et puis, vous pouvez également avoir de l'allodynie, c'est-à-dire une intensité de la douleur importante pour un stimulus non douloureux. On continue, on va au-delà et on a la sensibilisation, cette sensibilisation centrale qui est provoquée par, d'une part, la chirurgie et deuxièmement, par nos produits et surtout par les opioïdes. Et donc, comme on le voit ici, on voit il y a une sécrétion de ces substances telles que le glutamate, la substance P, qui vont entraîner une phosphorylation des canaux, donc les canaux, les AMPA et les canaux NMDA, donc avec ouverture, entrée du calcium et une augmentation de ces protéines kinases pro-inflammatoires. Et puis, lorsqu'on rajoute des opioïdes et on dépasse les doses d'opioïdes, à ce moment-là, on va entraîner une inflammation des cellules gliales et donc qui vont commencer eux-mêmes à relarguer les interleukines 1 bêta qui sont pro-inflammatoires. Alors, je vous ai mis justement donc cette diapo qui rejoint celle d'avant et qui vous montre l'action des anesthésiques locaux sur les canaux ioniques. Donc, ils bloquent les canaux sodiques, les canaux calciques, les RTPV1 en pré-synaptique et même en post-synaptique, comme on vient de le voir. Et cette recrudescence, cette augmentation des protéines kinases pro-inflammatoires. Une première étude, donc on a dit qu'ils sont anti-inflammatoires et donc cette étude clinique sur la prothèse de genou avec un bibloc, un bloc sciatique en single shot et un caté fémoral sur 48 heures. À gauche, vous voyez l'inflammation. On va mesurer l'inflammation, c'est-à-dire on va mesurer la circonférence du genou, c'est-à-dire de l'œdème. En bas, vous avez les genoux contralatérales. En haut, donc les pointillés, c'est les patients sous PCA. Et la deuxième courbe, c'est les patients sous bibloc. Et donc, on voit une nette diminution de cette inflammation. Et cette moindre inflammation locale va entraîner une meilleure récupération fonctionnelle. Et sur le graphe d'en haut, vous allez voir, c'est la flexion du genou de J1 à 1 mois qui est beaucoup plus importante chez les patients qui ont un bibloc. Et puis en bas, vous avez donc cette récupération, cette réhabilitation, cette mise debout et mise à la rue qui est beaucoup plus courte que chez les patients qui ont eu une PCA morphine.
Je vais quand même vous montrer une étude, donc une étude expérimentale de 2018 par Lu Chang, qui lui a pris des rats, donc incision plus fentanyl, et 3 sortes d'anesthésie locale, c'est-à-dire une infiltration pré-incision, une infiltration post-incision et un bloc sciatique en pré-incision. Sur le premier graphe, on voit donc qu'il a fait J-1 et puis à 4 heures, donc on a une augmentation, bien sûr, une analgésie et puis une hyperalgésie. Et cette hyperalgésie, comme vous voyez là, c'est le seuil nociceptif mécanique, donc c'est une pression qu'on exerce sur la queue du rat et on voit qu'elle est nettement diminuée pour le groupe qui a du fentanyl. Et non seulement ça, mais la récupération est beaucoup plus longue, donc il récupère à J5, voire J6, contrairement au groupe pré- et post-incisionnel, où le seuil est beaucoup plus élevé et il récupère à J3. À côté, ils ont mesuré donc le retrait de la patte sur la plaque chaude et là, pareil, on voit une hyperalgésie beaucoup plus importante pour les rats qui ont eu du fentanyl avant l'incision. Et le troisième graphe, c'est la patte contralatérale où on retrouve à moindre degré quasiment la même chose. C'est juste pour prouver qu'il y a effectivement une sensibilisation centrale. Et donc, ils ont également dosé ces protéines kinase, ces interleukines. Et on voit donc le premier, donc en assuré, c'est les rats qui ont eu le fentanyl, où on voit les interleukines 1 bêta pro-inflammatoires qui sont très élevés par rapport aux autres qui ont eu les anesthésiques locaux. Et il conclut en disant que l'ALR, la locorégionale, qu'elle soit en pré-incision, en post-incision ou en bloc périnerveux, va partiellement, et j'insiste sur le partiellement, prévenir l'hyperalgésie, on le verra un peu plus loin, et réguler ces cytokines pro-inflammatoires dans la moelle et le ganglion de la corne dorsale. Je reviens aux études cliniques et cette étude qui va montrer que comment l'ALR régule donc la réponse auto-immune. Et donc on voit il y a 3 groupes. Un groupe qui va avoir de la morphine en injectable à la demande, un groupe avec une PCA et un groupe avec une PCEA. Et on voit que le groupe qui a le PCEA a une intensité diminuée et une diminution, que ce soit au repos ou à la toux, ça c'est les premiers graphes. Et les deuxièmes également, ils ont dosé ces interleukines 1 bêta et interleukine 6 qui sont nettement diminués par le groupe qui a la PCEA. Et je vous signale, donc on l'a déjà dit depuis le début, que les interleukines 1 et 6 sont les médiateurs de l'hyperalgésie. Ils provoquent de la neuroinflammation, donc un développement de douleurs neuropathiques et chronicisation de la douleur. Une dernière étude clinique avant que je termine, c'est cette étude qui est toujours citée de Patricia Lavandome sur une laparotomie pour résection colique, où on voit donc 4 groupes, le groupe IV, et 3 groupes qui ont eu la péridurale en post-op, en per et post-op et en pré-op. Et donc on voit l'aire d'hyperalgésie est quasiment inexistante pour les patients qui ont eu une péridurale aux anesthésiques locaux. Et on va un peu plus loin en montrant qu'il y a beaucoup moins de douleurs résiduelles à 2 semaines, 1, 6 mois, 12 mois dans les groupes péridurales. Et en plus, il n'y a que le groupe qui a eu en post-opératoire qui a peut-être un peu moins, répond un peu moins que les autres à 1 an. Et donc, pour conclure, on voit que les anesthésiques locaux agissent par différents mécanismes pour prévenir l'hyperalgésie. Ils bloquent la transmission de la nociception et de l'inflammation locale. Ils limitent la neuroinflammation et l'inflammation des cellules gliales qui vont également sécréter, libérer, cracher ces interleukines.
vont diminuer significativement l'utilisation des opioïdes en opératoire, donc diminuer l'hyperalgésie post-op, et puis ils vont réduire l'incidence de la douleur post-opératoire et de la chronicisation à 1 an. Et donc cette diapositive de Colvin dans Lancet 2019 qui se pose la question quand ça sera assez? Eh bien, ça ne sera jamais assez. Sinon, il faut donc faire de la multimodale. Donc d'abord utiliser des antalgiques non morphiniques. Et là, il manque un produit qui est très intéressant, qui est anti-hyperalgésique, c'est le Nefopam. Donc paracétamol, AINS et Nefopam, c'est le trio gagnant. Et puis, il faut rajouter donc les substances anti-hyperalgésiques, les gabapentinoïdes, la kétamine, pourquoi pas le magnésium, et puis les anesthésiques locaux sous toutes leurs formes, en intraveineux, en péridural, en bloc ou en infiltration. Je vous remercie. Merci beaucoup Anissa pour cette présentation. Donc là, on a parlé de la prévention, de ce qu'on pouvait faire en opératoire. Se pose aussi la question du rôle que peuvent avoir les anesthésiques locaux si jamais on est appelé pour un patient en post-opératoire qui, malgré tout ce qu'on a pu faire, est très douloureux et on en vient à rappeler l'anesthésiste. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Dans ces cas-là, tout d'abord, on se pose la question, on cherche s'il y a donc des facteurs prédictifs contre lesquels on va lutter. Et puis la première chose qu'on a, la première réaction qu'on a, c'est donner un morphinique. Et donc, bien sûr, on verra le patient, s'il répond à ce premier comprimé de morphinique, ça va être la tolérance. Sinon, eh ben, il faut justement redescendre le patient en salle de réveil, faire une ALR. Alors, à savoir que l'ALR single shot, et ça, on l'a vu il y a déjà 20 ans, qu'il y a cette levée du bloc. Est-ce que ce n'est pas de l'hyperalgésie? Donc, le conseil, c'est faire une loco-régionale, mais une loco-régionale avec un cathéter. Et bien sûr, je l'ai dit, donc c'est partiel, donc il faut toujours rajouter, pourquoi pas, de la kétamine. Très bien. En intraveineux, bien sûr. Dès qu'on peut faire une ALR avec un cathéter ou cibler des patients qui sont à risque d'hyperalgésie post-opératoire. Eh bien justement, donc les patients qui ont des facteurs prédictifs de douleur post-opératoire sévère, c'est d'emblée un cathéter en préopératoire si possible. Sinon, on fait un single shot en préopératoire et mettre un cathéter en post-opératoire d'emblée, plus de la kétamine en péropératoire, plus les antalgiques non morphiniques. Donc d'emblée, on cible. Sinon, on fait toujours, donc on fera toujours un single shot. Et s'il y a un problème, comme tu le dis, il faut le descendre et mettre un cathéter. Et sur toute chirurgie, qu'elle soit abdominale, qu'elle soit thoracique, qu'elle soit orthopédique surtout, on a la possibilité de mettre des cathéters avec des anesthésiques locaux en continu. Il faut savoir juste, je voudrais le signaler, que les anesthésiques locaux donc, ont une durée d'action de plus de 5 demi-vies. Donc leur effet va durer au-delà de la chirurgie et donc éviter cette chronicisation de la douleur. Toute hyperalgésie non prise en charge nous conduit vers la chronicisation de la douleur. Très bien. N'hésitez pas à poser vos questions en ligne. Il y a quelques questions sur les anesthésiques et le grand vieillard ou en gériatrie, mais ça, des questions auxquelles on pourra répondre lors du dernier topo. Et alors, on sort un peu du topo, on nous pose la question, quelle dose de kétamine en prévention de l'hyperalgésie? Eh ben, c'est intéressant. Si vous suivez les recommandations de l'ASFAR, donc à l'induction, mais surtout après le propofol, c'est 0,5 mg kg. Et puis, vous enchaînez avec 0,25 à 0,15 mg kg tout le long de l'intervention. Et moi, chez les patients qui ont des facteurs prédictifs, je garde la kétamine en post-opératoire pendant 48 heures à 2 mg/h.
D'accord. Et en salle, En la salle. kétamine. En salle, la kétamine, les infirmières, bien sûr, on ne peut absolument pas surveiller une douleur ni un médicament si les infirmières ne connaissent pas le produit, s'ils n'ont pas été formés pour surveiller justement ces patients. Mais à ces doses-là, 2 mg/h, c'est vraiment, ça fait moins de 0,15 mg/kg. Donc, il n'y a pas de risque, mais il faut quand même que ce soit qu'on aille leur dire bonjour de temps en temps. Très bien. Merci beaucoup.